Et nous poursuivons avec Édouard Husson. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors vous êtes historien, directeur de publication du Courrier des Stratèges, auteur des chroniques Les Droites de Husson, professeur des universités et ancien directeur général de l'ESCP Europe. Et nous vous invitons régulièrement à notre antenne pour parler, en tout cas en ce moment, de la situation à Gaza, cet enfer qui n'en finit pas. Aujourd'hui, Donald Trump doit se réunir avec tout un tas de politiques et de grands pontes pour essayer d'expliquer au monde quel est son plan pour Gaza une fois que ce conflit sera terminé. Il avait déjà évoqué sa volonté d'en faire une sorte de station balnéaire de luxe. Alors bien évidemment, ça avait lancé une certaine polémique et a raison. En attendant, hier se réunissaient dans les rues de Tel Aviv des milliers de personnes qui réclament la fin du conflit, la libération des otages. Alors on va faire le point sur tout cela avec vous, Édouard Husson. Commençons d'ailleurs avec ces manifestants à Tel Aviv qui réclament donc ces libérations d'otages, qui réclament la fin de ce conflit. Doit-on y voir peut-être une baisse de soutien à Netanyahou et peut-être de la part des Israéliens la volonté aussi d'en finir avec Gaza, mais pas nécessairement de la même façon que Netanyahou qui lui veut, on le lit presque à demi-mot, raser la zone. Oui, alors, c'est pas nouveau qu'il y ait des Israéliens qui manifestent pour exiger la libération des otages. En fait, ça remonte aux premières semaines du conflit, surtout après la fin du premier cessez-le-feu qui avait eu lieu en novembre 2023, quelques semaines après le début de la guerre, où il y avait eu une première libération d'otages, puis la trêve avait été rompue et un certain nombre d'Israéliens, bien sûr les familles des otages, mais d'autres aussi ont commencé dès cette époque à critiquer très fort Netanyahou en disant que évidemment, sa priorité n'était pas de libérer les otages. Et ça, je crois, je sais que ça fait polémique quand on dit ça, mais regardons les choses froidement. Ça fait 22 mois que le conflit dure et personne ne nous fera croire qu'il n'était pas possible de s'y prendre autrement. Soit par des opérations secrètes, soit par de la négociation, pour faire libérer les otages israéliens. On sait qu'il en reste plusieurs dizaines, on ne sait pas combien sont en vie. C'est un des problèmes. Et donc, il y a ces manifestations de familles ou d'Israéliens qui courageusement, sur ce point-là, s'opposent à Netanyahou. Ensuite, vous posez la question de la méthode à Gaza. Il y a une petite minorité d'Israéliens qui est absolument révoltée par la manière dont ça se passe. Il y a malheureusement un soutien majoritaire de la société israélienne à l'idée qu'il est légitime de bombarder Gaza, comme ça a été fait, et qu'il serait légitime que les Palestiniens quittent la bande de Gaza. Alors, une petite minorité forcément petite, ou une minorité d'Israéliens, effectivement, se dit révoltée. À l'international, Netanyahou continue de perdre du soutien. On a la Chine, par exemple, qui a expliqué qu'elle avait été extrêmement choquée par les bombardements de l'hôpital. On a de plus en plus de titres qui dénombrent les morts à cause des frappes israéliennes. On a Le Monde qui nous expliquait, alors, je ne prends pas Le Monde comme référence d'habitude, chers auditeurs, vous me connaissez, mais là c'est du factuel. Les bombardements et les tirs de l'armée israélienne ont fait 70 morts depuis l'aube, donc ça c'était hier en une journée. On sent quand même une nette baisse du soutien. Comment Netanyahou va-t-il pouvoir composer avec donc cette... Il se retrouve assez seul en réalité. Alors là encore, le soutien ne cesse de baisser. Il y a eu l'émotion après le 7 octobre, une émotion qui a été assez partagée, en particulier en Occident. Et puis, il y a eu petit à petit un sentiment d'incompréhension, puis d'horreur, maintenant de révolte dans le monde entier qui grandit, parce que on ne peut plus expliquer par le 7 octobre 2023 l'acharnement israélien à bombarder Gaza. Et aujourd'hui, on est dans une situation où plus de 70% du bâti a été détruit et où, dans certaines zones, la famine s'est installée. Les Gazaouis n'ont plus rien à manger et presque plus rien à boire. Donc, on a cette situation-là. Alors, effectivement,
il y a un paradoxe, c'est que l'opinion mondiale est aujourd'hui révoltée contre Israël. Il y a des manifestations dans le monde entier. C'est pas simplement dans les villes occidentales, c'est partout. Je suis pas un grand connaisseur de TikTok, mais l'autre jour, je suis tombé sur des vidéos qui sont montrées dans des écoles chinoises à des écoliers chinois pour leur dire, vous voyez comment les Occidentaux se comportent à Gaza. Donc, il y a là quelque chose de très fort et on a en face un Premier ministre israélien qui s'est enfermé avec son gouvernement. Hein. Il est pas seul. Une petite partie de l'opinion israélienne qui le soutient à mordicus, qui refuse de bouger, qui refuse d'obtempérer, qui refuse de faire la paix et qui même a tendance à radicaliser toujours le comportement. Alors je crois que la clé de tout ça, c'est le soutien pour l'instant des États-Unis. Hein, Israël est en chute libre économique. Hein, il faudrait qu'on ait le temps de donner des chiffres, mais pour avril, mai, juin, on a une récession de 3%. C'est absolument gigantesque. Hein. Mais Israël est aujourd'hui sous perfusion financière de la part des États-Unis, et c'est ça qui permet à Benjamin Netanyahou de tenir. Alors, on va venir justement au rôle des États-Unis dans ce conflit et au projet de Donald Trump. Avant ça, effectivement, il devient de plus en plus difficile de contredire cet argument de l'acharnement de la part de Netanyahou. Vous parliez de ces famines qui ont lieu en ce moment à Gaza. Aujourd'hui, le monde attend de savoir si oui ou non la situation va se débloquer, ne serait-ce que pour pouvoir nourrir et apporter de l'eau aux civils. Netanyahou, aujourd'hui, derrière ses actions, est-ce qu'on peut confirmer le fait que ce qu'il veut, c'est éradiquer la population de Gaza, bien qu'il continue à expliquer que ce soit avant tout le Hamas qui est visé? En réalité, on peut en douter vu la façon dont justement aujourd'hui il fait payer les populations civiles. Oui, si vous voulez, quand on a officiellement 60 000 morts, avec 2 à 3 fois plus de blessés sur une population de plus de 2 millions d'habitants avant le 7 octobre, 2 millions 300 000, on peut plus parler de légitime défense, d'opération contre le Hamas. Il n'y a plus que quelques irréductibles en France de Netanyahou qui continuent à défendre cette thèse. Effectivement, tout ça a fait ressortir des choses que nous savions, mais pendant longtemps, l'État d'Israël a bénéficié d'une grande indulgence de la communauté internationale, mais nous savions qu'il y a toujours eu ce projet de faire partir les Palestiniens. Et puis, remontons simplement à l'échec des accords d'Oslo à la fin des années 90, et ensuite à la colonisation toujours plus intense de la Cisjordanie. À Gaza, on avait une autre situation où Israël a laissé le Hamas gouverner, tout en mettant en place un blocus, un siège de la zone. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'experts qui comprennent que lorsque le Hamas a frappé en octobre, en fait, on était à la veille d'une opération de décapitation des élites du Hamas par l'armée israélienne. Aujourd'hui, c'est bien connu. Il y a un débat très fort au sein de l'armée israélienne, au sein des services israéliens aussi, avec la question de la responsabilité de Netanyahou qui aurait laissé faire l'attaque alors qu'il avait des informations. Bon, personnellement, je pense qu'il n'avait pas pris les dimensions de l'attaque du 7 octobre qui a été quelque chose d'énorme, qui a traumatisé la société israélienne. On voit bien que tout ça est obscur, n'est pas clair, et la communauté internationale demande de plus en plus des comptes, mais moi je la trouve finalement très impuissante, cette communauté internationale, parce que, bon, quand la Chine parle, quand la Russie parle, très bien, quand certains pays de l'Union européenne courageusement s'opposent à la continuation de l'accord entre l'UE et Israël, c'est très bien, sauf que c'est des mots tout ça. Personne ne me fera croire qu'il n'était pas possible de faire pression pour que l'aide humanitaire soit acheminée. Personne ne me fera croire que nous sommes si impuissants face aux États-Unis que nous ne puissions dire à Joe Biden d'abord et puis aujourd'hui à Donald Trump, ça suffit. Je pense qu'il y a beaucoup de lâcheté
de la communauté internationale, parce que c'est aujourd'hui, il n'y a pas de doute, de mon point de vue, je suis historien des génocides, donc je vois, comme dit le grand Omer Bartov, grand spécialiste, quand je vois un génocide, j'arrive à l'identifier parce que j'ai appris à le faire, et donc il n'y a aucun doute que c'est un début de génocide qui a lieu, et de ce point de vue-là, c'est la première fois qu'on a ça en direct, parce que sur nos smartphones, on a toutes les vidéos. D'ailleurs, elles sont d'autant plus authentiques qu'on voit par ailleurs Israël assassiner des journalistes. On a eu encore des exemples la semaine dernière. Donc tout ça n'est pas beau, c'est pas à l'honneur de l'humanité occidentale. Je comprends bien le cynisme du monde non occidental qui se dit laissons l'Occident s'enfoncer, parce que voilà ce que c'est que le monde occidental. Simplement, pendant ce temps, ce sont des Palestiniens qui meurent. Oui. Alors Donald Trump, lui, il semble avoir 2 coups d'avance, ou alors il est sur une autre planète. Mais enfin, lui s'intéresse déjà à l'après. Il a cette volonté de transformer la bande de Gaza en Riviera du Moyen-Orient. Aujourd'hui, donc on l'a dit, aura lieu une réunion à la Maison-Blanche. Qu'est-ce que vous attendez Qu'est-ce qu'on a en droit d'attendre de cette réunion, Édouard Husson? Quelles sont les conclusions auxquelles devrait arriver Donald Trump? Alors, d'abord, bien malin qui peut prédire ce qui va se passer avec Trump. Il a un talent indéniable pour aller du côté où personne ne l'attend. Pour autant, si vous voulez, c'est vrai que sa proposition de faire partir la population de Gaza et puis de reconstruire une sorte de Côte d'Azur à l'est de la Méditerranée était choquante. Est-ce que c'était de la provocation? Est-ce que c'était, parce qu'il avait dit aussi que les États-Unis domineraient la bande de Gaza, à ce moment-là, la prendrait sous leur protection. C'est difficile à dire. On sait que son gendre, Jared Kushner, est promoteur immobilier et lui travaille depuis longtemps à ce type de projet pour Gaza. Il en avait parlé plusieurs mois avant la réélection de Trump. Sur le fond, le plus important à comprendre, c'est que le Parti républicain américain est en train de se diviser profondément entre les pro-Israël et les anti-Israël. Et ça, c'est nouveau. On sait que le Parti démocrate a été très atteint par les divisions, et que ça lui a fait perdre des voix lors de la présidentielle de novembre 2024. Là, aujourd'hui, j'étais aux États-Unis fin juillet, j'ai été étonné, parce que j'ai rencontré des gens du Parti républicain, des gens qui connaissent bien l'administration Trump. J'étais étonné de voir que le nombre de gens qui commençaient à dire « nous n'en pouvons plus de Netanyahou » et sous-entendu « nous n'en pouvons plus non plus de cette priorité donnée à la politique israélienne dans le choix de la politique étrangère américaine. » Alors on sait que c'est compliqué, on sait qu'il y a la lutte pour les corridors, il y a le fameux corridor qui va de Haïfa à l'Inde en passant par l'Arabie Saoudite, et que les États-Unis aimeraient bien mettre en place contre les routes de la soie chinoise. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui font que c'est une réalité géopolitique qui est derrière ce qui se passe à Gaza. Il n'empêche que pour la première fois, le Parti républicain est très divisé sur le sujet. Ouais. Bon, bah écoutez, on va continuer à suivre tout ça. Malheureusement, on arrive à la fin de cet entretien. J'aurais aimé aussi parler de ce plan d'administration civile pacifique non israélienne pour régler le conflit sur place. Mais c'est l'occasion de vous réinviter, Édouard Husson. Merci d'avoir été avec nous pour décrypter cette actualité qui est toujours aussi brûlante depuis maintenant des mois et des mois et des mois. On espère que ce sera bientôt la fin de tout ça, mais quoi qu'il en soit, on continuera à en discuter avec vous. Merci beaucoup et donc à très bientôt. Merci à vous.